Yasmine Mannheim, qui est la directrice de nos programmes en France et qui va organiser tout au long de la saison, j'allais dire 2020-2021, à partir de la rentrée de la nouvelle année de Rosh Hashanah, toutes nos activités. Et notre partenaire, j'allais dire fidèle, Naftali Lévy, du département des activités sionistes. Juste pour vous dire, avant de présenter nos invités par lesquels j'aurais dû commencer, mais juste pour donner un cadre, nous avons fait une pause au mois d'août et pendant toute la période du printemps 2020, nous avons organisé une trentaine de rencontres Zoom avec la communauté juive de France pour rapprocher Israël. Et aujourd'hui, évidemment, on a un privilège encore plus, c'est de rapprocher Tel Aviv, qui a tellement manqué cette année à la communauté, qui est d'habitude très, très fidèle à cette ville, tant au niveau du tourisme, des visites, de sa sympathie, évidemment, et aussi de l'Alia. Et donc, pour ce faire aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, les deux personnalités centrales de l'accompagnement des Olympiques de France à Tel Aviv. Ladies First, Céline Benamou. Bonjour Céline. Et Stéphane Goldin. Vous m'entendez, Céline et Stéphane? Petit problème technique. Céline et Stéphane, vous m'entendez? Oui, ça y est. Ça... Voilà. Donc aujourd'hui, notre but, comme notre département est à mon tour le département de la promotion de l'Aliyah, notre but, c'est effectivement de vous présenter Tel Aviv, avant tout et surtout sous son aspect de l'intégration des nouveaux Olim. Stéphane et Céline vous le diront mieux que moi, Tel Aviv est devenue ces dernières années une ville très attractive à tous les points de vue, professionnels, éducatifs, culturels et autres, pour cette population qui a découvert cette ville, on peut dire, dans la dernière décennie. Et donc, voilà, j'espère qu'ils pourront répondre à vos questions. Alors, le principe de nos réunions, c'est que nos intervenants nous font leur présentation. En parallèle, vous pouvez envoyer vos remarques, vos questions, vos interrogations sur le chat, qui seront soit interprétées par nos intervenants, soit par l'intermédiaire de Yasmine et de Hervé, puisque je vais devoir m'absenter, je m'en excuse d'avance, vont pouvoir être posés directement. Donc, vos micros, messieurs les chers auditeurs, sont fermés et vous pourrez avoir des réponses à vos questions. Je rappelle, pour ceux qui ne peuvent pas suivre cette réunion de rentrée, parce que je remercie l'équipe de Tel Aviv d'avoir accepté d'être les premiers pour la rentrée ce dimanche matin. Ce n'est pas évident, mais c'est tant mieux. D'abord, ils ont le privilège d'être les premiers. Et qu'ensuite, non seulement cette réunion va être en direct sur Facebook, et qu'ensuite, elle va être sur notre site, et donc pouvoir être vue et entendu par plusieurs centaines, parfois même par plusieurs milliers de personnes qui vont par la suite suivre ce programme. Donc voilà, merci beaucoup, Shavua Tov, Be'atzlacha Vetoda Rabba. Merci. Donc la parole est à vous, faites votre présentation et merci encore. Merci. Alors, bonjour à tous. Il y a quelques personnes qu'on connaît, j'ai vu là, d'autres qui nous connaissent moins. Donc Céline Benamou et Stéphane Goldin. Enchanté. On est les coordinateurs de l'Alia francophone pour la ville de Tel Aviv. On a décidé aujourd'hui de faire ce Zoom. On espère que vous réussirez à nous entendre dans un endroit qui pour nous était assez symbolique de ce qu'est Tel Aviv. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent, c'est le Café Hanoï qui se trouve sur Kikar Rabin, donc l'endroit où se trouve la mairie de Tel Aviv, qui est un restaurant kasher, où se côtoient des gens et datim et chilonim, donc et religieux et non religieux. Et on trouvait que c'était un joli symbole, en tout cas assez semblable à ce qu'était cette ville dans son atmosphère. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ça ici, d'autant que… Ce symbole est d'autant plus important, c'est que ce café a été créé par un olé de France il y a quelques années. Et c'est un véritable succès en ville et on peut vous dire que ces terrasses sont constamment, hors période Corona évidemment, bondées. Mais même avec le Corona, on voit tout le temps du monde passer et venir. Et c'est un café très très connu aujourd'hui à Tel Aviv. La vie des loisirs et culturels, c'est un élément fort. Donc, c'était important pour nous d'être dans un endroit qui ressemble à la ville. Mais plus généralement, pour commencer, on a souvent l'image, donc Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais, la ville des loisirs, etc. Nous, on a eu envie de commencer avec quelques chiffres qui peut-être pourront vous surprendre par rapport aux préjugés
ou en tout cas aux idées que l'on a de la ville, pour que vous compreniez un peu ce qu'est Tel Aviv quand on y vit. Pas quand on vient en vacances, ça j'imagine que beaucoup la connaissent, mais quand on y vit, qu'est-ce que c'est que Tel Aviv? Alors d'abord, Tel Aviv, c'est effectivement le cœur économique d'Israël, mais c'est une ville, moi j'ai l'habitude de dire, c'est une capitale économique avec l'atmosphère d'une ville de province, parce que c'est finalement une petite ville. En tout, il y a, là, en 2020, à juillet 2020, on recensait 451 000 habitants. Et 451 000 habitants dans une ville comme Tel Aviv, on est loin des chiffres de Paris ou d'autres grandes villes de France. C'est aussi une ville pour tous. On a l'habitude, et beaucoup pensent que Tel Aviv, et c'est vrai, est une ville très jeune. C'est vrai que c'est parmi même les villes les plus jeunes du monde, avec un tiers de sa population qui a entre 18 et 34 ans. Mais c'est une ville où il y a énormément de familles. À titre indicatif, près de 40% de la population est âgée entre 35 et 64 ans, donc une ville où il y a une population active assez forte, et on comprend pourquoi, puisque c'est un lieu, un bassin d'emploi assez important. Et 15% de la population a plus de 65 ans. Donc c'est une ville où finalement, contrairement peut-être à ce que certains pensent, chacun trouve sa place et à sa place et trouve un certain nombre d'activités et l'environnement qui lui correspond. Juste pour remettre aussi, donner quelques chiffres qui sont peut-être assez révélateurs aussi de ce que c'est pour une famille de vivre à Tel Aviv. On se demande, nous, on a souvent comme question, mais en pré-Alia, les gens nous appellent avant l'Alia et on a souvent des gens qui nous disent, mais est-ce que vraiment, voilà, nous, on a des enfants, est-ce que c'est une ville adaptée pour les enfants, est-ce qu'il y a de quoi accueillir les enfants, comment ça se passe, etc. On reviendra de manière plus précise là-dessus. Mais juste un chiffre, il y a donc 450 000 habitants, 81 000 enfants qui ont fait leur entrée cette année, septembre 2020. Donc, c'est énorme. Il y a 550 écoles maternelles, 72 écoles primaires, 34 collèges et lycées. Donc, est-ce que c'est une ville qui accueille les enfants et les familles? Je crois qu'on peut dire oui avec ces chiffres. Et enfin, je ne vous surprendrai pas en disant que c'est le cœur économique d'Israël. Il y a aujourd'hui 74 000 business, entreprises de toute taille qui sont installées à Tel Aviv. Et il y a 437 000 emplois dans la ville. Alors, ces chiffres, ils sont tout récents. Ils datent, vous voyez, de juillet, donc il y a 2 mois. Quand on les a lus, on a mis nos chiffres, on a regardé un petit peu comme ça par curiosité les chiffres des présentations précédentes et on est remonté à 3 ans, 2017. Il faut savoir qu'en que la croissance depuis 2017 de la ville n'arrête pas. Donc, quand on dit que c'est une ville qui ne dort jamais, on ne se trompe pas. Et quand on dit que c'est une ville extrêmement dynamique, on ne se trompe pas non plus. Puisque, juste pour savoir, et tout est comme ça, en 2017, il y avait 418 000 habitants. Aujourd'hui, 451 000. Il y avait 500 maternelles. Aujourd'hui, en 3 ans, 50 ont été ouvertes. Il y avait 60 écoles primaires, on en est à 72. Donc, c'est une ville, à l'image du pays, une ville jeune, où les choses se construisent et se construisent vite. Donc, voilà, c'est toute cette dynamique qu'on avait envie de partager avec vous à travers ces chiffres et peut-être remettre une certaine image plus précise de ce que c'est que de vivre à Tel Aviv. Mais ce dynamisme de cette ville, dans le fond, il se fait aussi grâce à une autre chose. Aujourd'hui, Tel Aviv est la première ville d'intégration en Israël, cela depuis 5 ans. Aujourd'hui, il y a à peu près 65 000 Olim Khadashim qui vivent à Tel Aviv. C'est-à-dire que sur la population, sur les 450 000 habitants, vous avez 65 000 Olim Khadashim. Et ces 5 dernières années, nous avons à peu près plus de 15 000 Olim qui sont arrivés à Tel Aviv. Et sur ces 15 000 Olim, il y a à peu près 5 000 francophones, ce qui est énorme. Et ce qui donne toute cette dynamique. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous promener dans Tel Aviv sans voir des Olim Khadashim de toute nationalité confondue, de toute origine confondue. Et dans le fond, ceux qui pensaient qu'on ne pourrait pas vivre aussi un judaïsme, aussi comme on le souhaiterait à Tel Aviv, sachez que grâce à la Aliyah de France d'ailleurs, on a ouvert énormément de synagogues qui se sont ouvertes un peu partout à Tel Aviv. Mais c'est franchement d'intégration parce que Tel Aviv, pôle économique, parce que
Tel Aviv est une ville qui pousse et qui amène à se développer. Et aujourd'hui, on peut vous le dire et le redire, aujourd'hui, Tel Aviv est la première ville d'intégration depuis 5 ans et elle le reste. Et chaque année, on voit ces chiffres continuer. Quand je parle de première ville d'intégration, excuse-moi Céline, c'est toute nationalité confondue. C'est vrai que concernant les francophones, nous sommes en 2e position, ex aequo d'ailleurs avec Jérusalem, Netanya étant toujours la première ville pour les francophones. Voilà. La présence d'Emmanuel Dayan qui nous accueille dans ce café, Kéolé Hadash, enfin très Hadash d'ailleurs, Kéolé, qui est donc un immigrant francophone et qui a créé ce restaurant et d'autres, et qui est un joli exemple d'intégration et de succès. Et de réussite, voilà. C'était important pour nous de vous montrer en vrai à quoi il ressemble et qu'il y a vraiment des gens qui réussissent. D'ailleurs, on le remercie de nous avoir accueillis. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Voilà. Alors, on a aussi souvent comme question dans quel endroit de Tel Aviv est-ce qu'il y a des francophones? Alors, s'il y a 5 ans, on pouvait vous répondre en vous donnant 1 ou 2 quartiers. 5 ans, si vous vous souvenez, c'est la grosse vague de l'Aliyah française en Israël. Aujourd'hui, autant vous dire que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, on trouve des Français partout. Il n'y a plus de quartiers spécifiques où on pouvait trouver des francophones. Aujourd'hui, les Français sont installés sur tout Tel Aviv, essentiellement quand même dans la partie, si certains connaissent, qui va de Neve Tzedek à Ramat Aviv et un peu plus loin au nord de Tel Aviv. Mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de quartier pour ceux qui voudraient retrouver une atmosphère plus francophone. Il n'y a plus de quartier dédié. Quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve dans la ville, on a une communauté francophone et et c'est une bonne chose, c'est un bon signe d'intégration d'ailleurs, qui s'est dispersée dans toute la ville. Donc ça, c'est aussi un des éléments aujourd'hui de l'évolution de la vie à Tel Aviv, où on rentre un peu plus à l'intérieur. Il y a de nouveaux quartiers, il y a les quartiers de Sarona, j'imagine que beaucoup d'entre vous, si vous êtes venus, connaissent. Il y a tous ces quartiers-là, ces nouveaux quartiers qui ouvrent, Florentine, Neve Tzedek, beaucoup d'endroits qui aujourd'hui, donc en 5 ans, sont complètement modifiés, modernisés, évidemment de nouvelles constructions et qui accueillent beaucoup de nouveaux émigrants. Et donc, c'est un peu partout dans la ville où vous trouverez une communauté assez active d'ailleurs. Alors, comme nous le disions auparavant, aujourd'hui, Tel Aviv est la première ville d'intégration, 65 000 Olim Hadashim. Ces 3 dernières années, 5 000 Olim Hadashim sont arrivés sur Tel Aviv. Donc, il a fallu mettre en plus un dispositif d'accueil pour ces Olim. Donc, ce dispositif d'accueil, au-delà de nous 2 personnes, nous 2 qui accueillons pour la mairie Tel Aviv tous les Olim francophones à Tel Aviv, il y a un écosystème qui s'est créé autour, évidemment, d'associations sur différents sujets, que cela soit du volontariat, que cela soit de la vie associative, de la vie culturelle, mais aussi sur les questions de l'emploi, sur les questions de l'entrepreneuriat. Nous travaillons avec des sociétés de placement, nous travaillons avec des sociétés qui vont vous aider aussi, avec des structures qui vont plutôt vous aider à mettre en place votre entreprise, et c'est évidemment aussi sur les questions d'éducation, puisque comme vous l'a dit Céline, aujourd'hui nous avons énormément de familles qui viennent à Tel Aviv avec des enfants, et donc toute la question de l'éducation et de la scolarisation de ces enfants est un véritable sujet qui est franchement important, parce que c'est vrai que le système est différent de celui que vous pouvez connaître en France, et donc il y a toute une explication, toute une éducation entre guillemets à donner, toute une vulgarisation du système scolaire ici en Israël. Donc on a mis en place tout cet écosystème. Nous, dans le fond, je le dis souvent, nous sommes une sorte de Waze ici. Un Waze, c'est-à-dire que nous sommes là pour vous guider, pour vous accompagner et pour vous donner les solutions et les clés pour que votre intégration elle soit la meilleure possible. Je voulais juste par rapport à ça rajouter sur l'éducation. Tel Aviv est une ville d'Israël, donc qui est, parce qu'on a souvent des questions, mais si moi j'ai envie de mettre mon enfant en Dati, comment ça fonctionne? Dati, c'est le religieux, comment ça fonctionne? À Tel Aviv, et comme dans le reste d'Israël, il y a 2 circuits pour le système éducatif. On peut aller dans le public religieux ou le public tout court. J'aime pas dire laïque parce que la notion de laïcité n'existe pas vraiment
en Israël, puisque dans les écoles, on respecte le calendrier juif pour les fêtes, la nourriture est cachère, on apprend le Tanakh, qu'on soit en dati ou non, dès le CE1, qui t'appelle CE1. Donc, la notion de laïcité n'existe pas tout à fait. Donc, comme dans le reste du pays, il y a un programme, le programme du ministère de l'Éducation, qui est appliqué partout, et il y a un programme pour le dati, donc religieux, et pour le mamlarti. Ils ont évidemment un tronc commun, et en fonction du circuit qu'on choisit, il y a quelques différences qu'on peut facilement imaginer, notamment au niveau des filotes et d'heures supplémentaires pour l'étude de voilà. Donc, ça, c'était un élément qu'on voulait vous préciser. Maintenant, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? En gros, comment ça se passe quand vous venez? Quand vous venez, vous faites votre dossier à l'agence juive. Ensuite, il y a un ministère ici qui gère vos droits, qui est le ministère de l'Alia et de l'intégration. C'est eux qui vont vous délivrer vos droits quand vous venez vivre en Israël en général. Dès que vous arrivez, le ministère de l'Alia et de l'intégration nous informe de votre venue. Et donc, nous, on prend contact avec vous et on vous propose nos services. Qu'est-ce que c'est que nos services? Nos services, ils ont trois volets, on va dire. Il y a l'accompagnement personnalisé, individuel, c'est-à-dire que lorsque vous arrivez, quand on arrive en Israël, la principale difficulté pour beaucoup, c'est la langue, l'absence de la langue. Alors, soyons clairs, on est en Israël. Soyons clairs, la langue parlée ici, c'est l'hébreu. Donc, effectivement, les services qui vous sont offerts, qui vous sont donnés par les administrations sont évidemment en hébreu. Okay? Donc, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué quand on ne lit pas, on n'écrit pas et on ne sait pas parler, notamment en période là, qui, j'espère, reste exceptionnelle, Corona, où la plupart des administrations ne reçoivent pas le public et tout doit se faire par téléphone ou par Internet. D'où l'intérêt des Ulpanim organisés par l'organisme sioniste mondial. Vraiment, si vous pouvez le faire avant, vraiment, allez-y, foncez, parce que c'est vraiment un élément fondamental de l'intégration, peu importe le niveau. Il ne s'agit pas de parler couramment, mais il s'agit de comprendre quand même un petit peu l'environnement et de pouvoir se débrouiller, se sentir un peu moins dans cette frustration. En tout cas, nous, on est là pour vous accompagner dans vos premiers pas, que ce soit les inscriptions à l'école, que ce soit les inscriptions au niveau de l'équivalent de la sécurité sociale qu'ici on appelle Bitoach Leumi et Coupat Cholim, que ce soit pour faire vos pièces d'identité. Peu importe le type de démarche, nous on est là. On est là aussi pour mettre en place un certain nombre, parce que finalement les besoins sont assez récurrents, donc on met en place un certain nombre d'ateliers, de conférences, d'événements, où on vous diffuse, on vous donne l'information. Alors, ça peut être toutes sortes. Ça peut être sur comment fonctionne le système de santé, comment fonctionne, on en parlera, le système éducatif, pour que vous ayez les clés pour comprendre la société. Parce qu'au-delà de la langue, ce qui est important de comprendre, c'est les différences culturelles. Parfois, on nous appelle, même dans les écoles, parce que dans les écoles, il y a, vous savez, les réunions parents-enfants, et puis il y a le problème de la langue. Au-delà donc, on nous demande si on peut venir à la réunion pour aider les parents et l'équipe pédagogique à se comprendre et à communiquer. Donc, on y va, mais souvent, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est moins finalement un problème de langue qu'un problème de culture et de compréhension culturelle. Et il y a souvent des petits comme ça, quiproquos, juste parce qu'il y a une incompréhension culturelle. Donc, on a l'habitude de dire qu'on fait plus que de la traduction de langue, on fait surtout de la traduction culturelle et on essaie d'adapter la manière dont chacun comprend l'autre et d'expliquer pourquoi le message est celui-ci et comment il faut le comprendre et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on organise un certain nombre aussi, mais ça, tu vas en parler, je ne veux pas, parce qu'après, il dit que je parle trop, alors je dis pas, voilà. On organise beaucoup d'événements. Et on a un troisième volet, c'est que parfois, on se rend compte, évidemment, c'est un pays jeune. Évidemment, c'est un pays qui s'est construit sur l'ALIA. Évidemment, il y a une expérience de l'ALIA, mais l'ALIA change. Les profils changent, les besoins changent, et donc il y a sans cesse un besoin d'adapter les structures et les organisations. Et nous, on est là justement pour faire cette mise à jour et on est un lien entre les différentes administrations et la ville pour dire attention, ici il y a un problème. Ici, sur cet aspect-là, ça simplifie pas l'intégration, on a besoin de rajouter telle ou telle chose et on travaille sur des projets de mise à jour
des structures pour qu'elles puissent mieux intégrer. Ça a été le cas notamment au niveau du système éducatif, puisqu'on a évoqué la problématique de compréhension entre les équipes pédagogiques et les parents, et que depuis, il y a ce qu'on appelle des méga-chérettes sur Tel Aviv, c'est-à-dire des personnes qui font le lien en français et en hébreu entre les équipes pédagogiques et les parents. Donc voilà, on a trois volets et surtout on est très réactif dans le sens où on n'a pas la science infuse. Nous, on a fait l'ALIA. Moi, j'ai fait l'ALIA il y a 9 ans maintenant avec 4 enfants. L'expérience que j'ai eue il y a 9 ans, c'est une expérience. Mais aujourd'hui, les services, les choses ont changé, les besoins sont différents. Et même si mon expérience, je m'en sers souvent comme support pour essayer de déterminer les besoins, la connaissance des difficultés, parce qu'il n'y avait pas notre service à l'époque, on s'en sert pour travailler là-dessus, n'empêche que les besoins ont évolué. Et donc souvent, c'est les Olim, c'est nos nouveaux résidents israéliens de Tel Aviv qui nous disent « ça serait bien que vous fassiez ça et ça ». Et on le met en place. On a la chance de travailler dans une mairie qui nous laisse la carte blanche et donc d'être assez réactif par rapport aux demandes. Je voulais rajouter, alors comme je vous l'ai dit, première ville d'intégration, énormément d'Olim, mais comme je vous le disais, nous on se définit comme une sorte de Waze, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous diriger, essayer de trouver les solutions pour pouvoir vous guider le mieux possible. On fait de l'accompagnement, pas de l'assistanat, que les choses soient très très claires. Okay, et donc, tout commence déjà en pré-alia, où on vous rencontre en général à l'époque dans les salons, où les gens nous contactent d'une façon automatique et on commence à travailler sur les dossiers avec vous, sur l'endroit où vous voulez aller habiter, sur les écoles où vous voulez aller. On a un accompagnement personnalisé dans tout ce qui touche les administrations pour que vous puissiez comprendre, que vous puissiez vous aider et que vous puissiez vous en sortir. On a un accompagnement personnalisé sur les questions de l'armée, chose très importante, on va vous donner une explication. On travaille avec énormément d'associations, comme Sahel Connection, mais aussi avec l'armée en tant que telle pour trouver les solutions à différents sujets qui pourraient être plus problématiques. On a aussi… Juste sur l'interrompt tout le temps en plus, pour l'énerver. Juste au niveau administratif, l'accompagnement, il va même jusqu'à vous recevez des factures, vous recevez des papiers, vous ne savez pas à quoi, voilà, je vais enlever les… Vous ne savez pas à quoi ça correspond, on est là aussi pour ça. Ça, c'est le problème des femmes, il va vous dire que je parle toujours beaucoup trop. Tout ce qui est évidemment inscription dans les écoles, quelque chose qui est très important. Dès que vous arrivez, on inscrit vos enfants avec vous dans les écoles, on vous prend en main. Tout ce qui est accompagnement personnalisé autour d'un projet individuel de vie, que cela soit professionnel ou simplement un projet associatif, peu importe. Mais on est là pour vous guider, pour vous accompagner. Et tout ce qui touche à l'orientation. Au-delà de ça, vous savez, Israël, c'est un pays qu'il faut connaître aussi par ses pieds. Parce qu'il est important de connaître où l'on vit, quelle est son histoire, quelle est sa culture, s'intégrer au sein des populations qui sont déjà là depuis très longtemps, au sein des populations. Souvent, vous savez, on a du mal de dire nous, nouveaux immigrants. Souvent, on appelle le mot, à la place de dire Olé Khadash, on dit Israéli Khadash. Ça veut dire nouveaux Israéliens, parce que pour nous, c'est important. Dès que vous arriverez ici, vous allez avoir une Teudat Zehut, ça veut dire une carte d'identité avec un numéro d'identité et vous devenez citoyen israélien à part entière, donc vous devenez des nouveaux Israéliens avec des droits et des devoirs, parce qu'il y a aussi des devoirs. Et donc, on est là pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous guider et vous puissiez trouver les solutions. Nous, ce que l'on souhaite, c'est que vous puissiez trouver les meilleures solutions et que vous puissiez vous intégrer. Vous savez, dans le fond, c'est vrai qu'on souhaiterait, nous on souhaite évidemment que vous restiez en Israël. Nous, l'important, c'est d'abord que vous fassiez votre alia, vous veniez en Israël, vous restiez en Israël et si vous restez à Tel Aviv, c'est ce qu'on appelle la dubdovan, la cerise sur le gâteau. Donc, il est très important pour nous de vous guider, de vous montrer ce que c'est ce pays, de vous faire connaître cette culture, de vous faire découvrir aussi autour de tioulim, d'excursions en ville, au-delà de la ville, ce que c'est l'État d'Israël, ce que c'est Eretz Israël, le pays d'Israël, au sein de son histoire moderne ou nouveau. Nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle aussi la Startup Nation, ce que c'est aujourd'hui le high-tech à Tel Aviv. C'est une question qui est très, très importante. Nous organisons une fois par mois à peu près des bootcamps avec énormément de mentoring avec des sociétés high-tech, mais nous ne travaillons pas simplement sur le high-tech parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont super diplômés qui viennent. Nous avons aussi le Laotech et c'est très important aussi de guider les gens qui ont moins de diplômes
et qui simplement veulent travailler dans d'autres domaines que le high-tech. Donc, on est là pour toute la population, pour tous ceux qui le souhaitent. Et franchement, nous souhaitons une seule chose, c'est que vous ayez une intégration la plus douce, la plus facile, et qu'on puisse se retrouver tous ensemble, ici, à Tel Aviv, le plus rapidement possible. Alors, dernière chose, si vous voulez nous contacter, il y a une page Facebook qui s'appelle Olim francophone de Tel Aviv. Olim francophone de Tel Aviv. Vous cliquez sur cette page Facebook, vous likez cette page pour dire plein de choses, et vous aurez toutes les informations et les activités que l'on fait. Au moment où vous serez ici, nous vous inscrirons à notre newsletter et vous recevrez aussi toutes ces informations par mail. Au-delà de ça, nous avons une adresse mail où vous pouvez nous écrire directement qui s'appelle olim@tel-aviv.gov.il. Mais en tout cas, que ce soit Tel Aviv ou ailleurs, peu importe, il y a quand même un élément commun. Vivre en Israël, décider de faire son alia, c'est changer de vie. Changer de vie, c'est être dans un autre environnement. Un autre environnement, ça veut dire avoir un environnement, non seulement, bien sûr, c'est super, il fait beau, il fait très beau, même très chaud en ce moment, le ciel bleu, la mer, tout ça, c'est magnifique. Seulement, il faut bien avoir conscience d'une chose. Et vraiment, on insiste là-dessus parce que il faut être prêt à ça, quel que soit son âge, quoi qu'on a envie de faire. On vit dans un autre environnement, avec une autre langue, une autre culture. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Il faut s'accorder une certaine souplesse, une certaine capacité d'adaptation. Il faut accepter de comprendre la culture de l'autre, la culture dans laquelle on va devoir s'intégrer, et peut-être accepter que c'est dans ce sens-là que les choses doivent se passer, et peut-être un peu moins dans l'autre, c'est-à-dire que bien sûr les Israéliens ils vont essayer de comprendre la culture française, mais on ne vit pas en France, on vit en Israël. Donc ceux qui doivent comprendre la culture, c'est les Français qui s'installent ici pour vivre en Israël, et pas l'inverse. Même s'il y a un effet de curiosité encore une fois, mais vraiment j'insiste là-dessus, l'intégration, l'allia est plus douce quand on comprend qu'on ne choisit pas d'aller sur la Côte d'Azur, on choisit de vivre une autre vie dans un autre pays, juif, pas juif, c'est vrai, sauf qu'ici tout le monde est juif. 90% de la population à Tel Aviv est juive. De plus, entre venir en vacances et vivre ici, il y a une petite différence, il faut que vous le sachiez, mais on est là franchement nous, on est là pour vous aider. Mais vous devez vous préparer à ça pour qu'ensemble, on fasse que ça marche. Soit une réussite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, le mieux, c'est les questions, en fait. Parce que là, on est resté assez généraliste. Voilà. Et il y avait une question, Céline. Merci, Céline et Stéphane. Il y avait une question de Laure Alouche concernant les associations pour le logement en location. Est-ce qu'il y a des associations? Est-ce qu'il y a des associations pour le logement en location? Non. Alors, pour le logement, il n'y a pas d'association, pour dire clairement les choses. Il y a évidemment des sites, un peu comme du particulier au particulier, où les gens peuvent trouver un logement sans passer, je dirais, par des agences immobilières. On est là aussi pour vous aider, pour vous guider sur ces sites-là. Il va de soi, compte tenu que nous sommes une organisation publique liée à une mairie, nous ne pouvons pas travailler avec un agent immobilier plus qu'avec un autre, mais on est là pour pouvoir vous traduire les annonces, pour pouvoir vous guider vers vos annonces et vous diriger plus ou moins. Mais il n'y a pas d'association liée au logement à Tel Aviv, en tout cas. Aussi, donc, en pré-alia, c'est-à-dire avant de faire votre alia, si vous avez justement besoin de repérer des quartiers, de vous faire une idée du montant de loyer, de votre budget habitation, vous nous appelez et on regarde ensemble. Évidemment, en fonction des… On peut toujours faire une moyenne, mais une moyenne, ça ne veut rien dire. Évidemment que le loyer entre quelqu'un qui habite un penthouse dans la dernière tour qui vient d'être construite et quelqu'un qui habite dans un immeuble Tel Aviv, ce n'est pas le même. Et donc voilà, appelez-nous, demandez-nous, on regarde ensemble et on essaie de vous aider sur le choix et du quartier et du logement. Et si vous avez besoin, quand vous êtes là, on appelle.
Sachant qu'ici, les locations, les contrats ne sont pas comme en France à long terme, c'est des contrats d'1 an renouvelables. Donc, les gens donnent leur congé en général 2 mois avant de partir. Donc, vous pouvez commencer à vous faire une idée du marché 6 mois, 5 mois avant. Mais si vous voulez une location, si vous cherchez une location, il faut 1 mois et demi avant de commencer à s'y prendre, pas beaucoup plus. Ça ne servira à rien. Okay, donc... Est-ce qu'on a répondu à votre question ou pas du tout? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite à poser les questions par chat, tous ceux qui souhaitent poser d'autres questions. Sinon, si vous avez d'autres tips et astuces pour Tel Aviv, Céline et Stéphane, ce serait bien. Pour donner des choses qu'on n'a pas… Okay. Sur la question, non, parce qu'il y a une question qui est récurrente sur Tel Aviv, c'est la question du coût de la vie à Tel Aviv et du coût du logement à Tel Aviv. Okay? Souvent, on nous dit les logements sont très très chers à Tel Aviv par rapport. Il va de soi qu'à New York, Paris, Londres, dans toutes les capitales, les loyers sont plus chers qu'à Montpellier ou qu'à Lyon ou qu'à Philadelphie ou qu'à Boston. Mais parallèlement à ça, il faut regarder les choses. Je pense que quand vous allez préparer votre alia, vous avez tout intérêt à construire un budget prévisionnel là-dessus. Il y a eu un reportage sur la télévision israélienne, sur la chaîne 12, il y a 2 ans, de ça, 1 an et demi, 2 ans là-dessus, où on a pris 4 familles israéliennes qui vivaient à Tel Aviv. Et sur ces 4 familles qui trouvaient leur loyer trop cher, elles sont reparties, ce qu'on appelle dans la périphérie. Et à la fin du compte, au bout d'1 an, la télévision est repartie les voir et elles ont fait une conclusion de ce départ au-delà de la périphérie. Premièrement, il faut savoir que la Arnouna, c'est-à-dire que les impôts locaux à Tel Aviv sont sûrement les moins chers d'Israël, premièrement. Deuxièmement, à Tel Aviv, si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de voiture. Troisièmement, vous avez un système de transport en commun qui est très développé. Il s'avère que pour ces 4 familles qui ont décidé de partir au-delà de Tel Aviv, du coup, elles ont dû se prendre 1 ou 2 voitures pour accompagner les enfants. Après, pour les questions culturelles, souvent, elles revenaient à Paris. Elles revenaient à Paris, à Tel Aviv. En fait, elles avaient des dépenses qui faisaient que, dans le fond, à la fin du compte, à la fin, en faisant le Heshbon, le compte, le budget, c'était pratiquement équivalent, ou pratiquement même plus cher d'aller habiter en dehors de Tel Aviv que de vivre à Tel Aviv même. Donc, il faut réfléchir à tout ça, il faut regarder tout cela. C'est pour ça qu'une alia, il faut qu'elle soit préparée avec une budgétisation de votre alia. Et nous, là-dessus, on peut franchement vous aider à monter ce budget et à vous dire combien plus ou moins vous payerez impôts locaux, transport, etc., etc., etc. Juste, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Yasmine, ou pas, pour l'instant? Non? Bon, c'est qu'on a été super clair. Alors, juste simplement, au niveau des activités qu'on organise, on met un point d'honneur à éviter l'isolement social. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment important d'organiser au-delà, dans toutes nos activités, même s'il y a un axe pédagogique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de vous aider à comprendre le fonctionnement de la société, à découvrir Israël. L'idée, à chaque fois, c'est aussi de réunir différentes personnes pour qu'elles se créent un environnement. Parce que quand on arrive, on n'a pas forcément de la famille. Et si on a de la famille, on n'a pas forcément des amis. Et on se retrouve un peu isolé, ça nous manque. Ça nous manque, ça. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus. On organise pas mal de choses. Je vous invite à regarder notre page Facebook parce qu'on organise des trucs assez sympas quand même, dont en ce moment, puisqu'il y a le corona et que c'est plus compliqué d'organiser des choses en intérieur, on fait et que les gens commencent à avoir un peu le blues de se retrouver seuls, etc. On a dit, allez, on en a marre, on recommence nos activités et on les fait à l'extérieur. Et notamment le matin, on fait des cours, on a mis en place un atelier de cours de gym réveil en douceur, face à la mer. Et je peux vous assurer qu'après, toute la petite équipe qui participe à cet atelier part prendre un café. Elle passe l'après-midi à la plage, c'est vraiment très sympa. Et il y a des liens comme ça qui se sont créés. Idem au niveau, on a organisé
ateliers de céramique. Et on a organisé aussi pas mal de ce qu'on appelle des bootcamps, des workshops pour les entrepreneurs. Et il y a certains entrepreneurs qui se sont retrouvés sur des projets assez proches et qui ont décidé de s'associer. Donc vraiment l'idée, au-delà de vous donner l'information pour comprendre comment ça fonctionne, c'est aussi vous mettre dans un environnement où vous allez pouvoir côtoyer d'autres personnes, vous créer un network, un réseau d'amis ou de professionnels. Voilà, vraiment on essaie et surtout, si vous pensez qu'il y a des choses qui manquent, et à mon avis il en manque certainement, n'hésitez pas, dites-nous, que ce soit avant ou après, encore une fois parce qu'on ne sait pas tout, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on n'a pas envie de donner le meilleur. Et donc pour donner le meilleur, il faut que vous nous aidiez. Tout seul, on n'y arrive pas. On a besoin de vous. Le but de ces ateliers aussi, c'est pour vous donner aussi des notions en hébreu. Parce que ces ateliers sont aussi en français, mais aussi avec des notions en hébreu pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent de toute nationalité. Donc, la langue commune pour tout le monde, ça va être l'hébreu. Évidemment, si personne ne voit, si quelqu'un ne comprend pas, on est là pour traduire. Et il n'y a jamais personne qui n'arrive pas à comprendre parce qu'on est toujours là pour traduire. Pour vous donner une petite idée, au tout début, on faisait des excursions en ville qui n'étaient qu'en français. Aujourd'hui, on les fait en hébreu facile parce qu'on a eu une demande très forte des Olympiques parce qu'ils apprennent comme ça des notions en hébreu et on est là pour traduire s'ils n'arrivent pas à comprendre. Et du coup, c'est un véritable succès. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on lance l'idée d'un tioul, enfin d'une excursion en ville ou en dehors du pays, après 10 minutes, le bus il est complet et on a du mal à gérer les attentes. Il y a 2 autres questions. Si j'ai même 3 maintenant, attendez. Voilà, tu m'entends là, Céline? Donc, il y a 3 questions là. Comment se passe l'école pour des enfants qui ne parlent pas encore l'hébreu? Ça, c'est la première. Deuxième, est-ce qu'on peut avoir la liste de toutes les activités? Et une dame, Laura Louche, qui vient avant la date de son aliyah, elle voulait vous rencontrer. Voilà. Alors, Laure, quand tu veux. Bienvenue. Bienvenue. Patricia, en fait, soit tu le trouves sur notre page Facebook, soit il faut qu'on te rajoute sur notre newsletter. Donc, il faudrait que tu nous envoies par Messenger, ton WhatsApp, ton adresse mail, qu'on puisse te rajouter sur notre mailing list. Et comment ça se passe l'école? Alors l'école, est-ce que la question c'est comment ça se passe l'école là pendant cette période de Corona ou de manière générale? De manière générale pour les enfants qui ne parlent pas encore l'hébreu. Okay. Alors, je vous ai dit au début que moi je suis arrivée donc il y a 9 ans avec ma famille, j'ai 4 enfants. Autant vous dire qu'aujourd'hui, vous me voyez coordinatrice d'Alia, je ne savais pas écrire mon nom en hébreu, je ne connaissais pas l'alphabet hébraïque. D'accord? Donc, c'est possible. Déjà, la première chose, c'est possible d'apprendre, quel que soit l'âge, parce que je suis arrivée à 42 ans, donc pas particulièrement jeune. Donc, je suis arrivée avec 4 enfants. Son âge. Avec 4 enfants, âgés à l'époque de 2 à 14 ans. Donc, 2 ans, 10 ans, vous allez tout savoir, 2 ans, 10 ans, 12 ans et 14 ans. Ça veut dire que j'avais une enfant qui est en crèche et 2 en primaire, un en primaire et 2 au collège. Évidemment, aucun d'eux ne parlait l'hébreu. Voilà, aucun d'eux. Ils avaient commencé la 6e dans une école juive en France. Donc, ils commençaient, les 2 grands, à avoir des notions, mais pour les 2 petits, franchement, rien du tout. Donc, quand ils sont arrivés, je ne vais pas vous mentir comment ça se passe, ils ne comprennent rien. Voilà, on va être clair. Ils ne comprennent rien et c'est très angoissant pour les parents parce que vous non plus, je ne sais pas quel est votre niveau, je ne sais pas qui a posé la question, je ne sais pas quel est votre niveau d'hébreu, mais en tout cas, moi, encore une fois, moi, je n'y comprenais rien. Donc, en gros, personne ne comprenait rien à ce qui se passait dans la classe. Ni eux, ni nous. Au bout de 3 mois, il y a ce qu'on appelle avec Stéphane le miracle de Hanouka. Je vous assure, c'est un miracle. Il continuait. Alors, tous les jours, on lui disait, bon, comment ça se passe à l'école? Et il nous disait, bon, on ne comprend rien. Comment ça se passe? On ne comprend rien. OK. Et un jour, on était dans la rue, quoi. Ça faisait 1 mois qu'il y avait la rentrée, un truc comme ça. Et on voit le 3e qui était en primaire, en train de s'éclater avec ses copains, rigoler, machin.
OK, il rentre le soir, on lui dit alors comment, enfin dans la rue après l'école, hein, je vous rassure, hein, c'est quand même très cadré. Comment ça se passe? Tu comprends? Non, je comprends rien. On lui dit, mais on t'a vu avec tes copains. Ah oui, non, ça je comprends. En fait, c'est des éponges. Ils comprennent très vite l'hébreu et sans même s'en apercevoir. Maintenant, ça, c'est le naturel, ce qui se passe au naturel. Maintenant, au niveau de l'école, comment c'est organisé? Comme partout en Israël, c'est une loi. Tout enfant qui rentre dans une école à partir de la primaire a le droit à 6 heures d'aide d'apprentissage d'hébreu en individuel ou en groupe. Ça dépend s'il est tout seul ou s'il y a d'autres lignes. Mais donc, tout enfant reçoit 6 heures par semaine de cours d'hébreu. On sort des cours qui sont un peu moins importants, comme par exemple le sport, même si c'est important, ou d'autres cours qui sont moins fondamentaux pour leur apprendre l'hébreu. Première chose. Deuxième chose, dans un certain nombre d'écoles, il y a plus que 2 ou 3 olim. Et je parle d'olim qui ne sont pas que des olim français, d'accord, des olim du monde entier. Donc là aussi, c'est un programme du ministère de l'Éducation, c'est vrai partout. Après l'école, il y a des programmes, des cours de soutien pour les enfants. Pour les plus grands, ceux qui sont au collège, il y a à Tel Aviv un programme qui s'appelle le programme Pélé, qui après l'école, vers 5 heures, on réunit donc les enfants, les collégiens qui veulent bien s'inscrire. Et ils ont des cours de soutien en hébreu, en plus des heures du ministère de l'Éducation qui revient à tout le monde, les 6 heures par semaine, ça c'est vrai pour tout le monde. En plus de ça, pour les collégiens, il y a ce qu'on appelle le programme Pélé, et ils se réunissent en petits groupes. Et donc, il y a du soutien et au niveau de l'hébreu, donc encore un petit peu de cours d'hébreu des ulpans, en fait, et pour les devoirs. Voilà. En gros, ça marche comme ça. Ce que je voulais vous rajouter, c'est que la philosophie de l'école est complètement différente de celle de la France. Ouais. Aujourd'hui, souvent, on a des parents qui viennent nous voir et on ne comprend pas. On voit tout le temps nos enfants dans la cour de récréation en train de jouer. Ils ne sont jamais à l'école, ils n'ont pas de devoirs ou ils ont des devoirs, mais ils ne font pas, etc. La question de la sociabilité est une question qui est très, très importante en Israël. La question du social, ça veut dire vivre en société, vivre avec les autres, est quelque chose qui est aussi important que, je dirais, que les notes. Et donc, souvent, on a des parents qui viennent avec, ce qui est normal, avec une culture qui vient de France, en disant, mais mon fils doit avoir ces notes-là, il doit avoir ces notes. Or, comment ça va se passer? Or, ici, l'enfant qui ne rentre pas dans cette sociabilité peut avoir d'autres problèmes auparavant. Et après, toute cette notion de sociabilité va continuer tout au long de leur vie, jusqu'à évidemment l'armée, qui est une grande question de sociabilité, parce que la question de la sociabilité au sein de l'armée est une question qui est très, très importante. Et donc, ça va les former. Et donc, il est important aussi de savoir que cette notion culturelle liée à l'habilité au sein de l'école est une question qui est importante et qui ne va pas du tout de pair, je dirais, avec la philosophie de l'éducation à la française. Ouais, vraiment. Et d'ailleurs, quand on arrive, les premiers mois en tant que parent, souvent on demande à la conseillère, parce qu'ici il y a une conseillère d'éducation déjà depuis alors comment ça se passe, ça marche, il comprend, etc. Et elle te dit, attends, là déjà, ce sur quoi on travaille, c'est sur son intégration avec ses amis, qu'il ait des copains, qu'il ait envie de venir à l'école, et son hébreu. Les notes, ça viendra après. Et voilà, et aujourd'hui, franchement, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, que c'est vrai. Ils arrivent, ils ne comprennent rien. Il faut faire confiance aux équipes pédagogiques parce que ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les derniers aux lignes qui arrivent. Ils savent comment faire et moi, je souhaite à tout le monde d'être aussi heureux que mes enfants le sont aujourd'hui et d'avoir la réussite qu'ils ont, grâce à Dieu, dans leurs études. Autre point que Céline n'a pas dit sur l'éducation, il n'y a pas d'enfant qui n'est pas scolarisé à Tel Aviv. Tous les enfants sont scolarisés. Ça n'existe pas un enfant qui ne soit pas scolarisé en Israël et à Tel Aviv plus particulièrement. Et on peut vous dire qu'il y a pratiquement 97 ou 98% des enfants qui ont leur bac. Tout le monde a son bac ici. Okay? Parce qu'il est important. Voilà, avec différentes… on a des nouvelles questions. Donc, une question de Perrine Joly. Est-ce que vous avez des liens avec des sociétés de placement pour l'emploi? Oui. Et après… une question, comment vous rencontrez dans le but de préparer son Aliyah? Alors, après, je vais continuer avec il y a d'autres questions, mais je vais… Alors, deux choses. Évidemment, on travaille avec des sociétés qui
sont des sociétés qui font des prestations d'emploi, je dirais, qui vont proposer des emplois. En général, toutes ces sociétés demandent un minimum d'un niveau Aleph plus en sortant de l'Ulpan pour que vous puissiez quand même un peu parler en hébreu avec les gens qui sont dans votre entourage. Il va de soi qu'on travaille avec différentes sociétés. Il y a d'ailleurs une entreprise qui est en lien aussi avec le Misrad Aliyah Ve'Klita. Il y a eu un accord qui a été signé. La deuxième question, c'était sur comment nous rencontrer. Vous nous téléphonez, ou on fait ça par Zoom, ou j'espère que dans un temps proche, on pourra se voir physiquement et vous pourrez venir à notre bureau. Mais en tout cas, on peut se voir par téléphone ou par Zoom et sans aucun problème. Et on fait ça toute la journée. Est-ce que vous pouvez juste, si vous pouvez, Céline ou Stéphane, écrire votre numéro de téléphone dans le chat, comme ça tout le monde aura. Moi, je serai normalement à Paris, si tout va bien, après le 15, le 16 et le 17 septembre, si l'avion n'est pas annulé, si je n'ai pas le corona, si tout va bien. Donc, s'il y en a éventuellement qui veulent qu'on organise peut-être Yasmine dans les locaux, là-bas, des rencontres avec plaisir. Très bien, avec plaisir, on va le faire. Et voilà, est-ce qu'il y a une question, est-ce que l'Ulpan est pris en charge par l'ADIA? Et encore une question pour les logements à Tel Aviv pour les Olim, et sur les prix des logements. Est-ce qu'il y a une question, une autre question sur les écoles? Est-ce qu'il y a un classement par niveau selon les quartiers? Voilà. Oui, alors on va faire répondre. Pour les logements, encore une fois, il y a plus ce qu'on appelle les merkaz klita, c'est-à-dire là où ce qui existait avant, où on pouvait arriver et on restait 6 mois avec un loyer quasi ridicule, quoi. Ça n'existe plus. Donc vraiment, pour les logements, appelez-nous, on regarde ensemble et on voit si ça vous correspond ou pas en fonction du budget. Mais il n'y a pas de logement pour l'Olim, en tout cas pas à Tel Aviv. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était, j'ai oublié, redis-moi, il y avait le logement, il y avait quoi d'autre? Les classements d'écoles par quartier, ça, vous avez… Alors, les classements d'écoles par quartier. Donc, comment ça marche? Ici, c'est la carte scolaire. Il n'y a pas d'école pour les Olim. Ça n'existe pas à Tel Aviv, d'accord? Il n'y a pas de regroupement. Certaines villes le font. Nous, on a choisi de fonctionner différemment. Et on se dit que la meilleure intégration, c'est d'être mélangé avec tout le monde, c'est plonger dans le bassin et nager. Donc, c'est la manière dont ça fonctionne ici. Il n'y a pas de classement dans le sens où Tel Aviv est une ville où le niveau socio-économique est assez élevé et du coup, les écoles elles se valent et elles sont plutôt de bon niveau. Ce n'est pas les premières d'Israël. Il y a d'autres villes où les écoles sont les premières. Nous, ce n'est pas à Tel Aviv qu'on trouvera les écoles dans les premières, mais elles sont dans les 20 premières d'Israël en général. Mais à moins d'habiter dans le quartier sud, vraiment le sud de Tel Aviv, globalement, toutes les écoles sont d'un bon niveau. Souvent, on a cette question d'ailleurs, mais en fait, c'est un faux problème. J'ai inscrit sur le chat nos 2 numéros de téléphone, celui de Céline et le mien. Tout ce qui est plutôt éducation, tournez-vous vers Céline. Tout ce qui est plutôt armée, sécurité sociale, tournez-vous vers moi. On n'est pas sexiste. Mais le reste, on fait ça, tout ce qui est emploi, on fait ça de façon ensemble. Ok, attendez, je vais regarder s'il n'y avait pas de questions. Tu as perdu? Non, je regarde juste si on a répondu à toutes les questions. Un instant, voilà. Question de… C'est une question, je pense, je vais la poser. Une dame qui vit entre Tel Aviv et Ashdod. Vis-à-vis elle garde ses 2 logements. Elle vit entre les deux? Entre les deux, oui. Et comment elle fait vis-à-vis des mairies? Elle vit à Yavne. Elle veut savoir si elle reste résidente à Ashdod ou elle peut devenir résidente à Tel Aviv.
Si elle vit à Tel Aviv, elle est bien résidente de Tel Aviv. Là, si je puis me permettre, ça c'est souvent quelque chose qui revient, notamment au niveau du bitoire lobby, de la sécurité sociale. On va refaire un petit point pour expliquer, c'est pas lié à Tel Aviv, si tu nous permets, Yasmine, de parler de ça. Oui. La notion de résidence et de nationalité. Quand on fait son alia, ça veut dire qu'on prend la nationalité israélienne. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est résident israélien. Pour être résident israélien, il faut résider, comme son nom l'indique, en Israël. C'est-à-dire y passer plus de 6 mois par an. Et c'est à cette seule condition qu'on devient et qu'on est israélien, résident israélien. Comment ça se passe concrètement au niveau des administrations? Les administrations partent d'un postulat qui est le suivant. Quelqu'un qui fait son alia, il demande la nationalité israélienne, et s'il fait son alia, c'est qu'il a envie de vivre en Israël et de résider en Israël. Donc la première année, l'ensemble des services sont gratuits, en tout cas vous reviennent un certain nombre de droits, de fait, parce qu'on part du postulat que puisque vous avez décidé de faire votre alia, vous avez décidé de vivre et de résider ici. À la fin de la première année, il y a une espèce de bilan qui est fait par les administrations, notamment par le bitoire lobby. On regarde, vous avez vécu ici plus de 6 mois ou vous n'avez pas vécu ici plus de 6 mois? Vous avez vécu ici plus de 6 mois, vous êtes résident et vous avez donc, tous les droits liés à la résidence vous reviennent. Vous avez vécu moins de 6 mois, alors vous êtes non-résident et ça marche comme dans tous les pays du monde. Si vous êtes non-résident, la plupart, vous avez les droits liés à la nationalité. Ici, vous avez le droit de vote, etc. Mais tout ce qui est au droit de la vie au quotidien, c'est dans le pays dans lequel vous êtes résident que vous devez les demander, pas ici. Donc, il y a vraiment cet aspect. La première année, vous prenez la nationalité et quelque part, on vous accorde d'office la résidence parce qu'on se dit que sinon, vous n'auriez pas fait cette démarche. Et si à l'issue de la première année, on se rend compte que ce n'est pas le cas, vous restez israélien, mais vous n'êtes pas résident. Comme moi, je suis française, mais je ne suis pas résidente française aujourd'hui parce que je vis, surtout avec le corona, non-stop ici. C'est juste ça. Mais c'est important à comprendre pour comprendre le fonctionnement de tout le reste. Citoyenneté et résidence. Ok. Donc, c'est la même chose. Ça dépend où vous habitez. Une question concernant la ville. Est-il dangereux d'habiter dans le sud de Tel Aviv? Céline, on a un problème de... Est-il dangereux d'habiter dans le sud de Tel Aviv? Elle est en chat parce qu'on a un problème. Comment? La question est de savoir est-ce qu'il est dangereux d'habiter dans le sud de Tel Aviv? Est-ce qu'il est dangereux d'habiter dans le sud de Tel Aviv? Alors, que les choses soient claires. Tout Tel Aviv, sur tout le territoire de Tel Aviv, il n'est pas dangereux de vivre. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques quartiers à côté de la Tachana Merkazit, ce qu'on appelle à côté de la Tachana Merkazit, qui sont un peu plus, je dirais, dangereux parce qu'on a une population qui vient essentiellement du Soudan, pour dire clairement les choses, où c'est vrai qu'il est moins évident d'y vivre. Il y a très très peu d'Olim Khadashim, pour dire clairement les choses, qui vont vivre là-bas, mais il n'est pas dangereux de vivre dans le sud de Tel Aviv. Pour votre gouverne, Florentine est considérée comme dans le sud de Tel Aviv. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui vivent à Florentine sans aucun problème. Il y a un quartier qui monte aussi, c'est Neve Sha'anan. Qui est aussi dans le sud de Tel Aviv, mais qui devient un nouveau quartier, et donc un peu plus bobo. Voilà. Encore la question sur... On a répondu à votre question. Il y avait une question concernant l'Ulpan, est-ce qu'il est pris en charge dans les cas de l'ALIA et les traitements médicaux spécifiques, mais ça, je pense qu'ils sont des questions vraiment… Sur l'Ulpan, vous avez 2 Ulpanés, qui sont pris en charge. Le premier, il est pris, un Ulpan maintenant, oui, un Ulpan. Quand vous allez arriver, vous allez aller évidemment au ministère de l'Intégration et le ministère de l'Intégration va vous donner un voucher. Un voucher, ça veut dire un bon pour aller faire un Ulpan. Il y a différents Ulpan qui sont ou publics, entre guillemets, dont un qui est l'Ulpan Gordon à Tel Aviv, ou des Ulpan privés, parce qu'il s'avère qu'il y a des gens qui veulent tout de suite commencer à travailler, qui ne peuvent pas prendre des cours le matin, qui préfèrent le soir, ou qui préfèrent dans d'autres conditions.
Donc, il y a un ulpan gratuit. Cet ulpan, en général, dure 5 mois, plus ou moins, avec 570 heures, hein, 570 heures. Et du coup, cet ulpan est entièrement pris en charge par le gouvernement israélien. Ok, concernant… Vous avez entendu? Oui, oui, on a entendu. Et Vous avez entendu? Oui, c'est bon. Et pour les traitements médicaux spécifiques, et à qui on doit pour obtenir le même traitement sur place en Israël. En France? Alors, moi, je vous invite, pour ceux qui vont faire l'ALIA, de venir avec votre dossier médical. Okay? Venez avec votre dossier médical, qu'il soit en français, qu'il soit en anglais. S'il peut être en anglais, c'est encore mieux. On puisse vous faire une traduction en anglais. Mais venez avec votre dossier médical. Il est sûr que vous n'avez peut-être pas trouvé le même médicament exactement que vous allez avoir en France, mais en général, les équivalences du médicament, vous allez le trouver ici sans aucun problème. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a cette notion de résidence et de citoyenneté. Dès que vous êtes résident israélien, il n'y a pas de souci pour pouvoir vous faire soigner au sein de la Coupat Cholim, des Coupot Cholim, où vous allez vous inscrire. De là, vous allez rencontrer un médecin. Ce médecin va regarder votre dossier médical et de là, il verra que vous prenez ce médicament et il vous dira, voilà, l'équivalent de ce médicament, c'est celui-ci. Et donc, il n'y a pas de souci pour qu'on puisse vous le prescrire. Juste, je rajoute que l'avantage de la vague d'Alia qu'il y a eu, il y a beaucoup de professions libérales qui se sont installées. Et donc des médecins français qui connaissent le système français et qui du coup maintenant connaissent aussi le système israélien. Donc ça facilite aussi beaucoup les choses aujourd'hui pour les patients qui c'est toujours délicat les problèmes de santé, les équivalences de médicaments, etc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus simple grâce à ces médecins francophones qui se sont installés, à savoir que certains, encore beaucoup, sont installés en privé et peu en Coupat Cholim. Mais c'est en train d'évoluer et sur Tel Aviv, il y a 2-3 centres médicaux francophones, on va dire, ou en tout cas les médecins parlent français. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Avant de faire votre alia, demandez-nous et à ce moment-là, on pourra même peut-être vous donner les coordonnées pour que vous puissiez commencer à prendre contact avec eux et voir comment ça marche. Et voilà, il y a une question concernant les retraités. Et quelles sont les procédures? Les procédures? Quelles procédures? Je pense faire mon alia dès ma retraite. Quelles sont les procédures? Alors, je vais vous dire. Concernant la retraite, évidemment, vous n'avez jamais travaillé en Israël, donc concrètement, vous n'avez pas le droit à toucher une retraite, ce qui est vrai et pas vrai. Évidemment, vous avez transféré votre retraite de France sur un compte en Israël, mais ça, chacun voit midi à sa porte. Si vous voulez garder votre retraite en France, là n'est pas la question. Il s'avère que depuis quelques années, Israël a mis en place un système d'aide, comme une sorte de retraite complémentaire pour ceux qui n'avaient pas de revenus. Il s'avère qu'il y a quelques années, certaines personnes ont fait leur alia et il n'y avait pas d'accord entre Israël et des pays dont ces gens-là ne pouvaient pas toucher leur retraite. Donc, il y a eu un revenu minimum qui a été mis en place en Israël pour une retraite qui est équivalent. Si, par exemple, vous avez une retraite qui est pour une personne seule supérieure à 4300 shekels, là, vous pourrez toucher cette aide. Et pour un couple, si vous avez une retraite qui est supérieure à 7000 shekels, là aussi, vous pourrez toucher une aide. Okay? Inférieure. Okay? Donc, pour une personne seule, inférieure à 4300 shekels et pour un couple, inférieur à 7500 shekels par mois. Non, il n'y a pas de procédure particulière en fait. Hein. Mais il y a plein d'associations qui organisent plein de trucs très sympas. Alors, pour toutes les questions de fiscalité, on n'est pas fiscaliste, ça va dépendre et de votre notion de résidence et de votre patrimoine. Donc là, il faut vraiment, il faut s'adresser à un conseiller fiscal ou à un avocat. Nous, on ne pourra pas prendre cette responsabilité. On n'a pas ni le niveau de connaissance nécessaire en la matière, ni la connaissance de votre patrimoine pour vous dire exactement ce qu'il en est. Céline et Stéphane, merci beaucoup. Je suis Naftali du département de la diaspora et Yasmine m'a chargé de conclure cette séance remarquable. Vous avez vu le nombre de questions posées et les réponses
très précises que vous nous avez apportées. Moi, je suis personnellement allé depuis 40 ans à Jérusalem. Vous m'avez donné envie de déménager à Jérusalem, de déménager à Tel Aviv. Voilà, c'est un lapsus, de déménager à Tel Aviv. Bravo pour votre entretien et pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Je me permets de rappeler à tous nos écouteurs participants que nous avons ce soir également une séance Zoom à 18h heure française sur l'organisation Shalva, qui a été très mis en avant l'année dernière parce qu'ils ont participé aux préliminaires de l'Eurovision en Israël, mais c'est une organisation qui s'occupe aussi et surtout des handicapés et je vous conseille vivement d'y participer. Céline et Stéphane, encore merci. Yasmine. Merci à vous de nous avoir invités. Si tu me permets, Neftali, je voudrais d'abord encore vous dire merci à l'Organisation sioniste mondiale de nous avoir conviés. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, nous deux, on est une sorte de Waze ici. Céline, ça fait 9 ans, moi, ça fait pratiquement 40 ans. J'ai fait mon alia, donc on connaît bien ce pays. Et je voudrais saluer, entre parenthèses, quelqu'un qui est sûrement dans le chat, qui s'appelle Eric, qui est à Pau, qui n'a pas voulu aller regarder le Tour de France, qui passait à Pau, mais qui a voulu se connecter. J'ai fait mon alia avec lui il y a plus de 40 ans, et il souhaite à tout prix revenir. Et je le salue parce que c'est un véritable copain, un vieux copain. Eric, c'est le recordman des séances Zoom. C'est celui qui participe le plus assidûment aux séances Zoom. C'est vrai. Et donc, je vous dis, moi, si il est maillot jaune des Zooms de l'OSM. S'il n'y a pas d'empêchement de dernière minute, et si on peut organiser quelque chose avec Yasmine Bekes. Avec plaisir, oui. Dès que On tient au courant. Très bien. On vous attend à Tel Aviv. Ouais. Avec des passeports israéliens, sinon ça va être compliqué. Bon, merci à tout le monde. Soin de vous, hein, tous. Merci et Shavua Tov. On vous voit ce soir peut-être. Bye.